Écoute, Parfiane, si tu aimes Nastasia à ce point, peux-tu vraiment ne pas vouloir mériter qu'elle te respecte? Et si c'est une chose que tu veux, comment peux-tu ne pas l'espérer? Tout à l'heure, je t'ai dit, c'est une énigme délirante pour moi de savoir pourquoi elle t'épouse. Mais, même si je ne peux pas répondre, il y a une chose dont je ne peux pas douter. C'est qu'il faut bien qu'il y ait une raison suffisante, une raison raisonnable. Que tu l'aimes, elle en est convaincue. Mais elle est convaincue sans doute aussi que tu as des qualités. Sinon, ce n'est pas possible. Et c'est ce que tu viens de me dire, ça le confirme. Tu me dis toi-même qu'elle a fini par trouver le moyen de te parler une autre langue que celle qu'elle avait d'habitude. Tu es jaloux et soupçonneux. Voilà pourquoi tu as exagéré ce que tu as vu de mal. C'est l'évidence. Elle ne pense pas autant de mal de toi que tu le dis. Sinon, tu comprends bien, ça voudrait dire que c'est en toute conscience qu'elle va se jeter dans le fleuve, ou au devant du couteau, si elle t'épouse. Est-ce que ça, c'est possible? Qui sera capable d'y aller en toute conscience, se jeter dans le fleuve ou au devant du couteau? C'est avec un sourire amer que Parthion avait écouté le chaleureux discours du prince. Sa conviction, semblait-il, restait inébranlable. Qu'ils sont pesants, ces yeux que tu poses sur moi, Parthion, avoua le prince dans un trouble, pesant. Le fleuve, le couteau, murmura enfin celui-ci. Eh, mais c'est pour ça qu'elle se marie, parce qu'elle l'attend, le couteau. Mais c'est donc vrai, prince, que t'as toujours pas vu ce qui se passe vraiment? C'est toi que je ne comprends pas. Non, mais c'est peut-être vrai qu'il comprend pas. On dit bien de toi que tu es comme ça. C'est un autre qu'elle aime. Mets-toi ça dans le crâne. Exactement comme moi, je l'aime là en ce moment. Elle, en ce moment, elle aime quelqu'un d'autre. Et l'autre, tu sais qui c'est? C'est toi. Quoi, t'étais pas au courant? Alors. Moi? Toi. Elle t'a aimé depuis le début, depuis son anniversaire. Seulement, elle pense qu'elle n'a pas le droit de se marier avec toi parce qu'elle ferait ton déshonneur, elle te gâcherait toute ta vie. Moi, elle dit, on sait bien ce que je suis. Jusqu'à maintenant, c'est ça qu'elle dit d'elle-même. Elle m'a dit ça en face, comme ça, tout net. Toi, elle a peur de te perdre et de te faire ton déshonneur. Mais moi, donc, c'est pas grave, on peut y aller. Voilà comment elle me respecte. Ça aussi, note-le bien. Mais comment s'est-elle enfuie de chez toi jusque chez moi? Et puis de chez toi jusque chez moi? Eh, si tu savais ce qui lui passe par la tête, d'un seul coup, en ce moment, elle est comme dans la fièvre. Soit elle me crie, je me marie avec toi, comme si je me jetais à l'eau. Vivement qu'on se marie. Et elle presse elle-même, elle fixe le jour, et quand le jour approche, elle prend peur, ou ses idées alors, qui changent, va savoir, mais tu sais bien, elle pleure, elle rit, elle se débat dans sa fièvre. En quoi ça t'étonne si, même de chez toi, elle a fichu le camp? Elle a fichu le camp de chez toi, c'est qu'elle a bien compris d'un coup qu'elle t'aimait drôlement fort. Ça, c'était plus fort qu'elle, chez toi. T'as dit tout à l'heure que j'ai cherché après elle dans tout Moscou, mais non. C'est elle qui s'est jetée chez moi, juste en sortant de chez toi. Fixe le jour, elle m'a dit, je suis prête, et amène du champagne. On part chez les tziganes. Elle me crie ça. J'aurais pas été là, elle se jetait à l'eau tout net. Et c'est pour ça qu'elle s'y jette pas à l'eau, parce que moi, sans doute, je lui fais encore plus peur. Et c'est par haine qu'elle se marie. Et si elle se marie, je te le dis comme ça, elle se mariera par haine. Mais comment est-ce que tu... Mais comment tu... s'écria le prince sans achever sa phrase. Il fixait Rogojine avec horreur. Pourquoi tu finis pas? Ajouta celui-ci dans un rectus. Tu veux que je te dise ce que t'es en train de te dire là en ce moment? Mais comment la laisser à lui? Comment on peut permettre une chose pareille? On le sait bien ce que tu penses. Ce n'est pas pour ça que je suis venu par Fionn. Ce n'est pas ça que j'avais en tête. C'est bien possible que c'était pas ça, que t'avais autre chose en tête. N'empêche, maintenant, c'est ça, sûr. Hé hé. Allez, suffit. Pourquoi ça te renverse tellement? Ça serait donc vrai comme que tu savais pas? T'as pas fini de me surprendre. Tout ça, c'est de la jalousie, Parthion. C'est une maladie. Tu exagères tout ça d'une façon monstrueuse, murmurait le prince en proie à un trouble terrible. Qu'est-ce que tu as? Laisse, répliqua Parthion. Il arracha vivement des mains du prince le petit couteau que celui-ci avait pris sur la table à côté du livre, et il le reposa à sa place. C'est comme si je savais, quand j'arrivais à Pétersbourg, comme si j'avais le pressentiment, poursuivait le prince. Je ne voulais pas rentrer. Je voulais oublier tout le passé, l'arracher loin de mon cœur. Allez, adieu. Mais qu'est-ce que tu as? En parlant, le prince, par distraction, avait repris le couteau, et Rogojine, une fois de plus, le lui avait repris des mains et l'avait jeté sur la table. C'était un petit couteau d'une forme assez simple, avec un manche en bois de serre non pliable, une lame longue de 15 centimètres, large en rapport. Voyant que le prince était tellement touché de s'être fait prendre des mains deux fois de suite le couteau en question,
Rogojine le saisit avec un dépit rageur, le fourra dans le livre et jeta le livre sur la seconde table. Il te sert à couper les pages demanda le prince, mais d'une voix distraite, comme s'il était toujours sous le poids d'une songerie profonde. Les pages, oui. Mais c'est un couteau de jardinier. De jardinier, oui. Et alors? On peut pas couper les pages avec un couteau de jardinier, mais il est tout neuf. Qu'est-ce que ça fait qu'il est tout neuf? J'ai plus le droit de m'acheter un couteau neuf ou quoi? Finit par s'écrier Rogojine, qui s'énervait de plus en plus à chaque mot avec une sorte de frénésie. Le prince eut un sursaut. Il posa sur Rogojine un regard fixe. Mais regarde-nous, fit-il, éclatant soudain de rire et reprenant complètement ses esprits. Excuse-moi, vieux frère, mais quand j'ai la tête lourde comme maintenant, et cette maladie, je deviens mais tellement, tu sais, distrait et ridicule. Et ce n'est pas du tout ça que je voulais te demander d'ailleurs. J'ai oublié. Adieu. Adieu alors, dit le prince, en lui tendant la main. Adieu, murmura Rogojine, serrant d'une façon ferme mais complètement machinale la main qui lui était tendue. Le prince descendit une marche et il se retourna. Pour ce qui est de la foi, commença-t-il, avec un sourire, sans doute ne voulait-il pas laisser Rogojine ainsi, et se ranimant de plus, sous l'impression d'un souvenir qui venait de lui réapparaître. Pour ce qui est de la foi, la semaine dernière, en 2 jours, j'ai fait 4 rencontres. Un matin, j'avais pris un nouveau chemin de fer, et j'ai parlé pendant 4 heures avec un nommé S, dans le train. C'est là que je l'avais rencontré. J'avais beaucoup entendu parler de lui, entre autres comme d'un athée. C'est vrai qu'il est quelqu'un de très savant, et j'étais très heureux de pouvoir parler avec un vrai savant. En plus, il y a sans doute peu de gens mieux éduqués que lui, ce qui fait qu'il m'a parlé comme si j'étais tout à fait son égal, en connaissance ou en capacité. Il ne croit pas en Dieu. Il ne croit pas en Dieu. Il y a une chose seulement qui m'a frappé. C'est comme s'il n'avait pas du tout parlé de ça de tout le temps, et ça m'a frappé justement, parce que déjà avant, les non-croyants que je rencontrais, les livres que je pouvais lire sur le sujet, il me semblait toujours que ce qu'ils disaient, ce qu'ils écrivaient dans leurs livres, tout ça, c'était comme pas sur ça, même si ça avait l'air d'être sur ça. C'est ça exactement que je lui ai dit, sauf que ça ne devait pas être très clair, ou je n'ai pas su m'exprimer, parce qu'il n'a rien compris. Le soir, je me suis arrêté dans un hôtel, pour passer la nuit, et il venait juste d'y avoir un meurtre, la nuit d'avant, ce qui fait que tout le monde parlait de ça quand je suis entré. 2 paysans, déjà d'âge mûr et pas sous, et qui se connaissaient depuis longtemps, des amis, ils ont bu le thé, et puis ils ont voulu dormir tous les deux, dans le même réduit, se mettre au lit. Le premier avait vu chez le deuxième depuis 2 jours, il avait remarqué une montre, en argent, sur un cordon de perles de verre jaune, une montre sans doute qu'il ne lui avait jamais vue avant. Cet homme, il n'était pas un voleur, il était même honnête. Et pour un paysan moyen, il était même assez riche. Mais cette montre, elle lui a plu tellement, elle l'a tenté tellement qu'à la fin c'était plus fort que lui. Il a pris un couteau et quand son camarade lui a tourné le dos, il s'est approché de lui tout doucement par derrière. Il a pris son élan, il a levé les yeux au ciel, il s'est signé, il s'est dit, dans une prière amère, Seigneur, pardonne au nom du Christ. Et là, il a égorgé son ami d'un seul coup comme un mouton et il lui a pris sa montre. Rogojine se retrouva littéralement plié de rire. Il riait tellement qu'il fut pris dans une espèce de crise. C'en était même surprenant de le voir pris d'un rire pareil après l'humeur si sombre de l'instant d'avant. Ça, c'est ce que j'aime. Non, ça, c'est la meilleure, criait-il convulsivement, à 2 doigts d'étouffer. Le premier, il y croit plus du tout en Dieu, et l'autre, il y croit tellement qu'il vous égorge avec une prière. Non, ça, mon vieux prince, ça s'invente pas. Non, c'est vraiment la meilleure. Le matin, je suis sorti flâner dans la ville, poursuivit le prince. À peine Rogojine s'était-il arrêté, même si le rire, par accès convulsif, faisait encore de temps à autre tressaillir ses lèvres. Qu'est-ce que je vois? Un soldat qui tangue, sur le trottoir en bois, un vrai loqueteux. Il vient vers moi. Achète-moi une croix d'argent, Seigneur, je la donne pour rien que 20 kopecks. Une croix d'argent.
Je la vois dans sa main, cette croix, il venait juste de l'enlever de son cou. Sans doute avec un ruban bleu, bien élimé, mais une croix en étain véritable seulement, ça se voit au premier coup d'œil, une grande croix à 8 branches, le pur motif byzantin. Je lui tends ces 20 kopecks, je les lui donne, et cette croix, je la mets tout de suite. Ça se voyait bien à sa figure qu'il était content. Il venait de rouler un bonnet de monsieur, sa croix, il est tout de suite parti la boire, pas de doute. Moi, vieux frère, à ce moment-là, j'étais sous le choc de toutes ces impressions qui se jetaient sur moi, de voir la Russie. Avant, je ne comprenais rien à ce pays. Je grandissais comme privé de parole. C'était comme irréel. Mes souvenirs d'elle pendant 5 ans. Et donc je continue et je me dis, non, ce marchand du Christ, je vais attendre avant de le condamner. Parce que Dieu sait ce qu'il y a dans les cœurs faibles, dans les cœurs d'ivrognes. 1 heure plus tard, je rentrais à l'hôtel, je suis tombé sur une paysanne avec un petit bébé. Une paysanne encore toute jeune, le bébé n'avait pas 6 semaines. L'enfant, il lui avait souri. Elle venait de l'observer. Le premier sourire de toute sa petite vie. Je la vois, soudain, qui se signe. Et avec quelle piété, mais quelle piété! Qu'est-ce qui t'arrive, je lui demande, jeunette. Tu sais, j'étais toujours à se poser des questions. Eh ben, elle me dit, c'est quand une mère, elle sent de la joie, quand elle voit que son enfant, il lui sourit pour la première fois, c'est la même joie chez Dieu, pas plus, pas moins. Quand il est dans son ciel et qu'il voit un pécheur qui se met en prière devant lui et qui prie de tout son cœur. Ça, c'est une paysanne qui m'a dit ça, oui, presque mot pour mot. Une pensée si profonde, si fine, véritablement religieuse, une pensée où toute l'essence du christianisme s'est exprimée d'un coup, c'est-à-dire toute l'idée de Dieu comme de notre propre Père, et toute la joie de Dieu pour l'homme, comme celle du Père pour son enfant. Oui, l'idée principale du Christ. Une paysanne, mais une mère, c'est vrai. Et puis qui sait, cette femme peut-être, c'était la femme de l'autre soldat. Écoute, Parfionne, tu m'as posé la question tout à l'heure. Alors voilà ce que je te réponds. L'essence du sentiment religieux, elle n'entre dans aucune réflexion. Elle ne dépend d'aucun faux pas, ou d'aucun crime, ou d'aucun athéisme. Il y a là quelque chose de pas ça. Et ce sera pas ça dans les siècles des siècles. Il y a là quelque chose sur lequel les athéismes, dans les siècles des siècles, ne pourront que glisser, qui le fera toujours parler, parler, mais pas de ça. Mais l'essentiel, c'est que ça, c'est dans le cœur des Russes que tu le remarques le plus vite et le mieux. Voilà ma conclusion. C'est là une des toutes premières convictions que je retire de Russie. Il y a de quoi faire, Parfionne. Il y a de quoi faire dans notre monde russe, crois-moi. Rappelle-toi quand on se retrouvait ensemble, toi et moi, à Moscou et qu'on parlait. Et je ne voulais pas revenir ici en ce moment. Et ce n'est pas du tout, mais pas du tout comme ça que je pensais te revoir. Enfin bon, adieu, au revoir. Que Dieu ne t'abandonne pas. Il se tourna et fit quelques pas dans l'escalier. Lève, Nikolaïevitch, lui cria d'en haut Parfionne quand le prince fut arrivé à l'étage inférieur. La croix, là, que tu as achetée aux soldats, tu l'as toujours? Oui. Et le prince s'arrêta une fois encore. Montre-la un peu pour voir. Nouvelle étrangeté. Il réfléchit un peu, remonta les marches et lui sortit la croix, juste devant les yeux, sans l'enlever de son cou. Donne-la-moi, dit Rogojin. Pourquoi? Est-ce que tu... Le prince n'avait pas trop envie de se séparer de cette croix. Je vais la porter et la mienne, je te la donne. C'est toi qui la porteras. Tu veux qu'on échange nos croix? Si tu veux, Parfionne. Si c'est ça, je suis heureux. Soyons frères. Le prince ôta sa croix de plomb, Parfionne sa croix en or, et ils firent l'échange. Parfionne ne disait rien. Un démon étrange et terrifiant s'était définitivement collé à lui. Elle ne voulait plus l'abandonner. Ce démon lui avait chuchoté au jardin d'été, tandis qu'il se reposait, inconscient sous le tilleul, que si Rogojin avait eu tant besoin de le surveiller depuis le matin et de le suivre pas à pas, alors, en apprenant qu'il ne partait plus à Pavlovsk, ce qui évidemment était déjà pour Rogojin une nouvelle fatale, Rogojin se rendrait, sans l'ombre d'un seul doute, là-bas, vers cette maison, quartier de Pétersbourg, et le surveillerait là-bas, sans l'ombre d'un seul doute. Lui, le prince, qui lui avait donné encore ce matin même sa parole d'honneur qu'il ne la verrait pas, et que ce n'était pas pour ça qu'il était venu à Pétersbourg. Et voilà que le prince se dirigeait convulsivement vers cette maison. Et qu'y avait-il donc dans le fait que, réellement, il y eut rencontré Rogojin? Il vit seulement un homme malheureux,
à l'humeur lugubre, mais évidente. Cet homme malheureux, il ne se cachait même plus à présent. Oui, Rogojin, tout à l'heure, pour une raison ou pour une autre, il s'était renfermé et il avait menti, mais à la gare, il était là, presque sans se cacher. Le plus probable même faisait que c'était lui le prince qui se cachait, et non pas Rogojin. Et à l'instant, devant la maison, il se tenait de l'autre côté de la rue, à une cinquantaine de pas, de biais, sur le trottoir d'en face, les bras croisés, il attendait. Là, il était en pleine lumière, et sans doute cherchait-il exprès à se trouver en pleine lumière. Il se dressait comme un accusateur et comme un juge, et pas comme... Et pas comme qui? Et pourquoi donc lui, le prince, n'était-il pas venu vers lui à ce moment? Mais au contraire, lui avait-il tourné le dos, comme s'il n'avait rien vu, même si leurs yeux s'étaient croisés. Car oui, leurs yeux s'étaient croisés. Oui, ils s'étaient regardés, l'un et l'autre. C'était bien lui, n'est-ce pas, qui voulait tout à l'heure le prendre par la main et se rendre là-bas avec lui. C'était bien lui, n'est-ce pas, qui voulait aller le retrouver chez lui dès le lendemain pour lui dire qu'il était allé chez elle. Il avait bien renié lui-même son démon, quand il y allait encore, à mi-chemin, quand la joie lui avait brusquement inondé toute l'âme. Ou c'était vrai qu'il y avait quelque chose de tel dans Rogojin, c'est-à-dire dans toute l'image, ce jour-là, de cet homme, dans toute la somme de ses paroles, de ses mouvements, de ses actions, de ce regard, qui pouvait justifier les pressentiments monstrueux du prince et les murmures révoltants de son démon. Quelque chose qui se voyait de soi, mais qu'il était difficile d'analyser, de raconter, impossible de justifier par des raisons suffisantes, mais qui produisait néanmoins, malgré toutes ces difficultés, cette impossibilité, une impression absolument complète, irrépressible, et devenait, sans même qu'on le veuille, la plus inébranlable des convictions. La conviction que... Quoi? Oh, comme le prince se sentait torturé par la monstruosité, l'avilissement de cette conviction, de ce pressentiment avilissant, et comme il s'accusait. Dis-le si tu l'oses, que quoi? Se disait-il sans cesse avec reproche, avec défi. Formule donc. Aie le courage d'exprimer toute ta pensée, d'une façon claire, exacte, nette. Oh, je n'ai aucun honneur, répétait-il avec indignation, le rouge au front. Avec quels yeux maintenant est-ce que je regarderai toute la vie de cet homme? Oh, quelle journée! Oh mon Dieu, quel cauchemar! Il y eut une minute à la fin de ce long et torturant chemin dans le quartier de Pétersbourg où brusquement un désir irrépressible s'empara du prince, celui d'aller tout de suite chez Rogojine, de l'attendre, de l'étreindre, avec sa honte, avec ses larmes, lui dire tout et tout finir d'un coup. Mais il était déjà devant son hôtel. Comme il lui avait déplu tout à l'heure cet hôtel, ses couloirs, tout cet immeuble, sa chambre. Cela lui avait déplu au premier coup d'œil. C'est avec une espèce de dégoût particulier que, plusieurs fois dans la journée, il s'était souvenu qu'il y aurait à y entrer. Mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? On dirait une femme malade à croire tous les pressentiments, se dit-il avec une ironie agacée en s'arrêtant devant la porte. Un nouvel accès de honte, insupportable, presque de désespoir, le cloua sur place, juste en face de cette porte. Il s'arrêta une minute. Cela arrive parfois. Des souvenirs insupportables, soudain, surtout ceux qui sont liés avec la honte, vous figent ordinairement sur place, pendant une minute. Oui, je suis un homme sans cœur, un lâche, répéta-t-il d'une voix sombre. Il eut un élan brusque pour marcher, mais il s'arrêta encore. Dans cette porte cochère, déjà obscure en temps normal, l'obscurité, à cette minute, était réellement profonde. Le nuage d'orage qui s'avançait avait englouti la lumière du soir. Au moment où le prince approchait de l'immeuble, le nuage s'était soudain ouvert et l'averse commençait. Au moment où il eut cet élan pour avancer après son arrêt instantané, il était juste à l'entrée de la porte cochère, juste au moment de s'y engager en venant de la rue. Et brusquement il aperçut, au fond de cette porte cochère, dans la pénombre, au tout début de l'escalier, un homme. Cet homme semblait attendre quelque chose, mais il fusa très vite et disparut. Cet homme, le prince fut incapable de le distinguer clairement, et bien sûr il était absolument incapable de dire à coup sûr qui il était. En plus, tant de gens auraient pu passer par là. Il était dans un hôtel, on marchait et on courait sans cesse, vers les couloirs ou vers la rue. Mais brusquement il ressentit la conviction la plus irrépressible que cet homme, il l'avait reconnu, et que cet homme c'était à coup sûr Rogojin. Un instant plus tard, le prince courait dans l'escalier à sa poursuite. Son cœur était figé. Tout va se jouer maintenant, se dit-il, avec une conviction étrange. L'escalier dans lequel le prince s'était mis à courir en débouchant de la porte cochère menait au couloir du rez-de-chaussée, et du premier étage, où les chambres de l'hôtel se trouvaient disposées. Cet escalier, comme dans tous les immeubles de construction ancienne, était de pierre, obscur, étroit, et partait en colimaçon autour d'une grosse colonne de pierre.
Sur le premier palier, cette colonne avait un renfoncement, une sorte de niche, guère plus d'un pas de large et un demi-pas de profondeur. Un homme pourtant pouvait y trouver place. Malgré l'obscurité, le prince, en se précipitant sur le palier, distingua tout de suite là, dans cette niche, qu'il y avait un homme qui, pour une raison ou pour une autre, se cachait. Le prince, brusquement, voulut passer devant lui et ne pas regarder à droite. Il avait déjà fait un pas, mais il n'eut pas la force, et il se retourna. Les deux yeux de tout à l'heure, les mêmes yeux, croisèrent brusquement son regard. L'homme qui se cachait dans la niche avait, lui aussi, eu le temps de faire un pas pour en sortir. Une seconde, ils restèrent face à face, presque l'un contre l'autre. Soudain, le prince lui saisit les épaules et le tourna en arrière vers l'escalier, plus près de la lumière. Il voulait voir plus clairement son visage. Les yeux de Rogojin se mirent à briller. Un sourire frénétique lui déforma le visage. Son bras droit s'était dressé, quelque chose luisait dans son poing. Le prince ne pensa pas à l'arrêter. Il se souvenait seulement que, semblait-il, il avait crié Parfionne, je ne peux pas croire. Puis, brusquement, ce fut comme si quelque chose se déchirait devant lui. Une lumière intérieure extraordinaire illumina toute son âme. Cet instant se prolongea peut-être une demi-seconde, et lui, néanmoins, c'est d'une façon claire et consciente qu'il se souvenait du début. Le tout premier son de ce hurlement effrayant qui s'arracha du fond de sa poitrine, c'est-à-dire de lui-même, et qu'aucune force au monde n'eût été capable d'arrêter. Puis, en une seconde, sa conscience s'éteignit, et s'instaurèrent des ténèbres totales. Il eut une crise de cette épilepsie qui l'avait laissé depuis déjà très longtemps. On sait que les crises d'épilepsie, le haut mal proprement dit, arrivent en un instant. Au cours de cet instant, soudain, le visage se déforme d'une manière terrible, surtout le regard. Les convulsions et les soubresauts s'emparent de tout le corps, de tous les traits du visage. Un hurlement horrible, inimaginable, qui ne ressemble à rien, jaillit de la poitrine. Ce hurlement, il fait comme disparaître soudain tout ce qui est humain. Et il est absolument impossible, du moins très difficile, à un observateur d'imaginer et puis d'admettre que ce qui crie, c'est le même homme. On voudrait même croire que ce qui crie, c'est pour ainsi dire quelqu'un d'autre qui se trouverait à l'intérieur de cet homme. Nombreux du moins furent ceux qui expliquèrent ainsi leur impression, et nombreux sont ceux sur qui la vue d'un homme pris de haut mal provoque un effroi total, insupportable, qui revêt même quelque chose de mystique. Il faut supposer que cette impression d'horreur soudaine, ajoutée à toutes les autres impressions terribles de cette minute, laissa Rogojin soudain paralysé, et sauva ainsi le prince du coup de couteau inévitable qui déjà lui tombait dessus. Puis, sans avoir eu encore le temps de comprendre la crise, et découvrant que le prince reculait devant lui puis qu'il tombait soudain à la renverse, jusqu'en bas de l'escalier et se cognait la nuque dans son élan sur une marche de pierre, Rogojin se précipita vers le bas, contourna l'homme à terre et s'enfuit de l'hôtel, dans un état presque second. Les convulsions, les battements, les soubresauts firent descendre le corps du malade de marche en marche. Il n'y en avait pas plus de 15, jusqu'au tout début de l'escalier. Très vite, guère plus de 5 minutes plus tard, on remarqua l'homme qui gisait et une foule s'amassa. La petite flaque de sang à côté de la tête provoquait la stupeur. Était-ce l'homme lui-même qui était tombé, ou bien y avait-il eu péché? Bientôt, pourtant, certains distinguèrent le haut mal. Un laquais reconnut dans le prince l'un de ses clients. Une circonstance heureuse vint finalement résoudre toute l'agitation le plus heureusement du monde.